Bien, une petite vidéo supplémentaire, donc où j'attaque enfin notre problème de GTC, la partie gestion d'une salle, hein, régulation terminale plutôt, hein, donc gestion d'une salle. Je voulais faire ça en une vidéo et puis je me rends compte finalement qu'il y a énormément de choses à dire. Donc là, pour l'instant, je suis parti sur 3 vidéos. Alors une petite vidéo d'introduction ici, on va parler plus particulièrement du cahier des charges et un petit peu du choix des matériels. Et les autres vidéos viendront mettre en évidence les aspects plus techniques de programmation des spécifications qui auront été évoquées ici. Alors c'est vrai que dans un premier temps, je crois qu'il est important de parler du cahier des charges avec les spécifications techniques et de la discussion nécessaire qu'il doit y avoir entre le client, les entreprises, la maîtrise d'œuvre. Bon, tout ça, ça dépend de la taille du projet, ça dépend un petit peu. Des documents qui doivent persister. Alors, si on transmet le travail à une autre entreprise, hein, il ne faut pas se lier complètement avec une entreprise. Le jeu de l'entreprise en charge risque d'être un petit peu de garder certaines informations confidentielles de manière à se rendre un peu indispensable. C'est typiquement français, ça. Ça permet de combler l'incompétence. Hein. Normalement, c'est par sa compétence qu'on se rend indispensable et pas en cachant des informations ou en masquant des informations. C'est en étant performant qu'on devient indispensable. Et c'est à ça qu'il faut, vers ça qu'il faut tendre. Hein. La grande difficulté, alors l'histoire de notre projet, c'est un fiasco total en termes de programmation. L'entreprise n'a quasiment rien fait de constructif. Alors par sa propre incompétence, je crois qu'elle s'est lancée dans des choses qu'elle ne savait pas gérer. Elle savait très bien faire des boutons marche-arrêt pour l'éclairage, mais alors faire communiquer l'ensemble KNX avec l'ensemble du lot CVC, ça a été quelque chose de bien plus compliqué et au final, il n'y a rien, quoi. Voilà. Alors, c'est ce que je vais représenter ici, les résultats de ce qu'on a fait. Et de notre faute, hein, de notre côté, le problème, c'est une mauvaise présentation des attentes pour notre groupe scolaire où on aurait dû être plus précis. Hein. Et donc, je vais essayer de... Ici, je pense qu'en fin de vidéo, je montrerai les documents qu'il faudrait avoir en fin de vidéo, de l'ensemble des vidéos sur la gestion d'une salle, hein, et de raisonner en termes de fonctionnalité. Hein. Donc, la difficulté d'un cahier des charges, c'est qu'il faut raisonner en termes de fonctionnalité et jamais en termes de solution. Qu'est-ce qu'on veut? Ça, c'est le client qui spécifie ce qu'il veut. L'entreprise va modifier ses attentes en spécifications fonctionnalités qu'elle va faire valider par son client et ensuite va choisir le matériel et mettre en œuvre avec son matériel choisi les attentes et répondre aux attentes du client. Hein. Donc c'est un espèce d'aller-retour comme ça. Le client énonce ses attentes en français finalement, c'est des attentes, c'est un client n'est pas forcément dans le domaine technique, s'il l'est c'est presque plus embêtant parce qu'il risque de mélanger un petit peu solutions et spécifications ou attentes. L'entreprise donc prend ses attentes, dit ce qui est du domaine, chiffre un peu, dit ça vous savez ça va être compliqué, ça éventuellement on sait pas faire, voilà, donc va restreindre un petit peu les attentes du client. Et ensuite va faire signer un document qui va dire voilà, si j'arrive à faire ça, on considérera que mon travail est fait. Hein. C'est vraiment une phase très très importante et qui, si elle est mal faite, va engendrer des insatisfactions, des surcoûts, etc. L'entreprise va dire attendez là tout ce que vous me demandez, ça me demande du temps, de l'argent, etc. Comme on est dans le domaine de la programmation, il y a un peu l'impression que tout ce qui est fait là est immatériel et ne coûte rien. Ben non, il y a du temps, il y a des essais, il y a de la recherche, il y a un tas de choses qui rentrent en jeu et qui prennent du temps et il faut payer tous ces gens-là. Et ensuite, il y a la possibilité d'utiliser la méthode agile.
J'y viendrai peut-être aussi une fois que j'aurai parlé de tout ça, donc sur la façon dont on devrait gérer et les documents qui sont attendus à la fin. Voilà, je passe l'introduction, j'y ai déjà passé un petit peu trop de temps. Je reviendrai sur ces éléments-là qui sont importants. Ici, je vais faire la première couche, on va dire, où je vais parler. Je vais me mettre un petit peu au niveau, le premier niveau de discussion, c'est-à-dire l'attente du client et l'entreprise qui va essayer de formaliser un petit peu mieux ses attentes et qui va faire des choix de matériel autour. Donc, l'idée, c'est d'avoir sur notre le groupe scolaire que je ne présente plus, d'avoir une gestion technique centralisée, c'est-à-dire qu'on va en fait installer du matériel communicant. Et la première idée, ce sera de spécifier un petit peu qu'est-ce qu'on veut. Alors, on veut gérer l'éclairage, on veut gérer les ventilations, on veut gérer la production de chaleur, etc. La production d'électricité, en l'occurrence, on n'en a pas encore. Voilà, on n'a pas de groupe de froid dans l'école, donc là, il faudra spécifier un petit peu aussi le périmètre de ce qu'on veut faire. Alors, on veut pouvoir programmer les horaires d'occupation des salles à distance. Ça, c'est la demande de l'entreprise. Donc ça, la présentation du matériel peut se faire, puisqu'on est en matériel Synco 700. On va donc installer une petite centrale de supervision type OZW 772 qui permet donc de régler, configurer l'installation à distance et à travers une interface web de proposer certains services. Alors, on pourra proposer à ce niveau-là, l'entreprise pourra faire un petit peu des pages, des croquis de ce qui serait proposé en termes de supervision. Ça peut être ce qui a été fait dans d'autres écoles, dans d'autres bâtiments. Dire, voyez, on peut vous proposer ça. Alors ici, vous cliquez, vous avez un calendrier. On peut faire une petite démo. C'est important, avant de se lancer dans la réalisation, de bien préciser à quoi peut s'attendre le client à la fin et qui n'ait pas des attentes trop fortes. Le ZW, c'est pas extrêmement cher, ça marche bien, c'est facile à mettre en œuvre, mais il y a des solutions un poil plus coûteuses, mais souvent plus compliquées en ingénierie derrière, qui permettent de faire des choses beaucoup plus chouettes. On veut l'activation et l'anticipation de chauffe et de coupure, puisqu'on veut les horaires d'occupation. Ça veut dire qu'on va pas anticiper, nous, l'horaire de mise en marche du chauffage, mais que ça va se faire tout seul. Donc, il y a des fonctionnalités dans le matériel qui sont là. Ça permet d'optimiser énergétiquement l'installation. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir faire des essais de mise en marche avec des relevés de température des salles. C'est à prendre en compte parce que c'est du temps, voilà, ça se fait pas tout seul. Voilà, je reviendrai sur ces essais, je montrerai comment les essais ont été faits. Alors, on veut un basculement pré-confort-confort en fonction de la présence. Donc, on veut quelque part que les salles soient gérées en pré-confort et que lorsqu'il y a quelqu'un dans la salle, on bascule du pré-confort en confort avec les gens qui sont à l'intérieur. Donc, on va utiliser les détecteurs de présence et en particulier la partie détection de présence CVC des détecteurs qui sont ici des détecteurs Siemens, mais la plupart des détecteurs ont ce genre de fonctionnalité. On veut un suivi de l'installation à distance, donc voilà, on peut là aussi présenter les pages d'une installation et dire voilà, moi je vais vous proposer, ici on verra les chaudières, on verra leurs consignes de température, ici pas de consignes de température, les différents réseaux de chauffage, etc., avec des informations utiles. On peut vous présenter les salles, les températures dans les salles, le pourcentage des radiateurs. Voilà, on peut avoir un tas de petites choses comme ça. Donc, on peut présenter au niveau de l'entreprise ce vers quoi on va tendre. Ici, voilà, je peux vous montrer comment fonctionne votre CTA, ici une CTA, etc., etc. Vous avez compris le principe. Alors, on va discuter un petit peu là des spécifications plus au niveau des salles. Alors, comment ça doit fonctionner? Alors, on veut donner des possibilités localement. On a vu qu'on avait une programmation de l'ensemble de l'école sur des modes, mais on veut laisser localement dans une salle la possibilité de déroger à cette programmation. Donc, on veut pouvoir prolonger le mode confort de 2 heures. Alors là, il faut se mettre d'accord. Alors, comment on va faire? Vous avez des boutons mosaïques dans les salles. Je vous propose d'utiliser un bouton, de lui mettre une pastille orange, de le différencier en quelque sorte, et puis un appui long sur ce bouton poussoir
marqué d'une pastille orange permettra de prolonger le mode confort d'une salle. Voilà, donc là, l'attente du client et la réponse de l'entreprise qui dit comment ça va se faire. Hein, c'est pas tellement au client de dire moi. Alors il peut y avoir une discussion, oui ça me convient, oui ça me convient pas, etc. Mais voilà, le client il dit moi je veux que localement on puisse sortir du programme pour pas que je sois tout le temps en train de changer les horaires de fonctionnement de mes salles. On peut aussi le proposer d'une autre façon, c'est-à-dire utiliser l'appareil d'ambiance hein, qui est prévu dans ces salles. Alors là, il y a, je ne sais pas si vous connaissez ces sondes, hein, ces appareils d'ambiance. On a plein d'affichages possibles ici. Hein, c'est ce qui est possible sur différents types d'affichage en basculant à ce niveau-là, en appuyant sur la touche ici aux différents affichages. Donc on peut appuyer ici sur la touche présence. Hein. Ici, il y a un petit icône qui va dire soit on y est, soit on n'y est pas. Et donc refaire rentrer le bonhomme dans la pièce peut obtenir l'effet de la prolongation du mode confort. Les deux possibilités ne s'excluent pas. Hein. On peut avoir ces deux possibilités-là, c'est-à-dire l'appui sur le mode confort et puis qui reviendra à la même chose que d'appuyer ici. Hein. Indication de l'état donc dans la salle. Est-ce qu'on est en confort, en pré-confort, en écho, en hors-gel, etc. Ça c'est donc pour savoir si localement ça fonctionne bien, hein, s'il est logique. On peut utiliser encore une fois ces petits boutons mosaïques hein, qui ont une touche orange et puis se servir de la LED en dessous. Alors on a deux couleurs de LED possibles. On peut dire par exemple que le bleu c'est écho ou hors-gel. Et que le orange, c'est quand on est en confort, pré-confort. Hein. Vu qu'il y a un basculement confort, pré-confort en fonction de la présence, on a besoin de savoir si on est en confort, pré-confort, par exemple. Et puis, on peut utiliser à nouveau cette sonde, cet appareil d'ambiance, pour utiliser cette partie ici, affichage, protection, confort, pré-confort, économie. Hein. Donc, voilà ce qu'on peut obtenir. Dérogation à la température, à la consigne locale. Alors, la dérogation à la consigne locale, ça permet localement aux gens d'augmenter ou de baisser un petit peu la consigne par rapport à celle qui est supervisée. Là aussi, c'est pour laisser un peu de liberté aux personnes, soit elles sont un peu frileuses, soit voilà, on peut considérer que localement on peut faire. Alors, il y a la question quand même de l'amplitude. Hein, donc, premièrement, utilisons cette sonde, elles sont faites pour... Elles ont deux boutons. Ici, il y a une dérogation de 0 degré par rapport à la consigne. Hein, et si on appuie de ce côté-là, on va avoir 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, etc. Et dans l'autre sens, moins 0,1, moins 0,2, moins 0,3, moins 0,4 degrés. Ça va s'afficher donc ici, hein, au milieu, avec l'utilisation de ces deux boutons. La question se posera forcément des limites. Combien est-ce qu'on laisse à la possibilité aux gens de mettre plus 5 degrés, plus 3 degrés bon. Le choix peut être fait ici de limiter à plus 1 degré, à plus ou moins 1 degré. Voilà. Gestion des ouvrants. Alors, gestion des ouvrants, le problème, c'est que les gens, ils ont une régulation locale. Du coup, si on ouvre les fenêtres en hiver, il y a du froid qui rentre. La sonde de température, elle voit ce froid arriver. Et elle va compenser en mettant les radiateurs à fond et éventuellement en envoyant des besoins de chaleur plus importants en tête d'installation. Alors du coup, il faut passer en hors-gel le chauffage si une fenêtre est ouverte. Hein, donc ça, c'est une spécification alors du client. Ça peut être une proposition de l'entreprise. Le client va pas forcément y penser. L'entreprise peut dire, vous savez, voilà, il faudrait penser à ça. Bon, ça, c'est essentiellement un problème de câblage. Hein. Signalement d'une ouverture de fenêtre, là aussi, hein, ça peut être l'entreprise qui propose plus qu'une demande du client, ça vient s'insérer dans une discussion. Avez-vous pensé à la gestion des ouvrants, tout ce qu'on peut faire? L'historique me montre, moi, que les gens ont tendance à laisser les fenêtres ouvertes et finalement, n'y font pas forcément très attention. Alors, avoir un petit signal de rappel, vous savez, vous avez une fenêtre ouverte dans votre salle, même entrouverte, hein, le problème, il n'est pas de l'ouverture en grand, on s'en rend vite compte, mais une fenêtre entrouverte, ça peut se voir. Là, on va donc utiliser encore une fois notre appareil qui a le petit icône là. Alors ça, c'est tellement discret qu'il faut aller voir la sonde, c'est pas forcément très efficace. Mais enfin, ça mange pas de pain de le dire. Par contre, on peut utiliser nos boutons et les mettre en mode alarme.
Et donc à ce moment-là, on a une troisième couleur disponible sur ces boutons Legrand. En mode alarme, et ben ils se mettent à clignoter rouge. Donc du coup, là, ça fait quelque chose qui est quand même bien plus visible et qui dit, bon, là, voilà, il y a une fenêtre qui est ouverte, il faut faire attention. Verrouillage hors gel si le temps d'ouverture est trop grand. Encore une fois, ça peut intervenir ça dans la discussion plus qu'une demande du client. Verrouillage hors gel si le temps d'ouverture est trop grand. Mais encore une fois, hein, il y a un moment donné, c'est vrai que si je laisse mes fenêtres ouvertes 2 heures, ben oui, pendant que je pars à la pause, le soir, etc., bah, je suis plus dérangé par l'inconfort du mode hors gel. Et puis, bah, quand j'arrive le matin, la salle est très froide. C'est un problème. Et puis, bah, il va falloir réchauffer tout ça. Voilà. Donc, l'idée ici, c'est de, comment dire, c'est de sanctionner, hein, de mettre un coup à l'indiscipline quelque part des occupants. Mettre un coup dans le sens où ça va se verrouiller, la salle restera donc en mode hors gel et donc il va y faire frais et il faudra intervenir, donc faire une demande auprès des services techniques pour remettre le chauffage. Ça s'explique très bien au niveau des utilisateurs. Si une fenêtre reste tout le temps ouverte, ben, il y a un système automatique qui coupe définitivement le chauffage. Parce que ça veut dire que peut-être il y a des travaux, peut-être qu'il y a des choses comme ça, et il faut intervenir manuellement pour remettre le chauffage. Et donc ce coup, finalement, c'est assez efficace. Hein. On n'a plus de problème de fenêtres qui restent longtemps ouvertes dans ce cas-là. Alors, restera la question du temps. Au bout de combien de temps on verrouille? Alors, on recommande en général d'aérer une salle de cours pendant 10 minutes, 20 minutes. Hein, donc, il me semble qu'un temps supérieur à 40 minutes d'ouverture, voilà. Sachant qu'on annonce qu'au bout de 20 minutes, ça coupe. Hein, alors que effectivement on a 40 minutes. Ça veut dire qu'il y a un réglage et donc il faudra documenter quelque part où est ce réglage pour qu'on puisse intervenir dessus. Si on voilà, c'est un réglage un petit peu sensible. Hein, si on met trop peu, ça verrouille trop souvent. Si on met une valeur trop grande, l'effet disparaît un peu. Donc c'est quelque chose qui peut être à évoluer. Donc il faudra dire où est-ce qu'on règle ça. Et puis il y a un déverrouillage. Alors, comment on déverrouille? Là aussi, faudra peut-être probablement documenter au niveau de la GTC comment est-ce qu'on déverrouille manuellement, puisqu'il y a une intervention manuelle sur tout ça. Hein. Alors ici une petite page d'accueil hein, sur comment on fait. Donc il faudra documenter. En gros, c'est pas si simple. Hein. Il faut aller sur la classe qui est verrouillée. Et puis passer ici de mode auto, donc en mode arrêt, et revenir en mode auto pour déverrouiller le hors-gel. Hein. Donc voilà. Et puis, est-ce qu'on signale qu'une classe a été verrouillée pour anticiper un petit peu, pour voir ce qui se passe, pour avoir un suivi du comportement, pour voilà, ça permet parce que les petites histoires, c'est le ménage qui a laissé ouvert tout ça. Ah ben non, hein, ça s'est fermé à 17h, hein, donc le ménage il passe à 19h. Donc voilà. Donc c'est la GTC et ça se fera par l'envoi d'un mail au moment où une salle se verrouille. Gestion de la qualité de l'air, là aussi, les attentes du client, s'il est pas, il va dire, il faudrait optimiser la consommation du bâtiment. Hein, ça peut être aussi au niveau de la conception, hein, de l'architecte. Hein, comment est-ce que je fais un bâtiment bien conçu? Gestion de la qualité de l'air, ça se fait maintenant par une sonde de qualité de l'air, CO2. Il y a des sondes plus précises. Hein. Maintenant, on a des sondes qui vont mesurer aussi les composés organiques volatiles, hein, donc les mauvaises odeurs, entre autres. J'ai pas très bien compris ce qu'on mettait là-dedans, mais j'ai plus ou moins compris que c'était un petit peu les mauvaises odeurs. On peut avoir aussi les particules fines, des mesures de ce genre de choses. Alors, c'est pas évident hein, la ventilation parce que ça, voilà, il faut quand même que l'air qu'on fasse rentrer soit plus propre que l'air qu'on extrait. Hein, donc, il faudrait aussi mesurer la qualité de l'air en extérieur, donc suivant l'endroit où on se trouve, en centre-ville, en extérieur, à la campagne, etc. C'est pas forcément évident. Et il faut maintenir la qualité des filtres des CTA évidemment parce que c'est un autre sujet que j'aborderai lorsque je parlerai des CTA. Je rappelle là. Ça me vient à l'esprit que mon objet n'est pas de présenter les grosses installations où il y a des équipes techniques, où il y a du monde autour et que tout ça c'est bien géré. Je sais que ça on sait faire. Hein. La tour de la Défense, j'espère que c'est bien fait.
Je suis plus dans le petit collectif, hein, donc la ville de taille moyenne, hein, autour de 5000 habitants, qui a ses écoles, qui a ses bâtiments publics, mais qui n'a pas forcément des grosses ressources techniques et qui va vouloir, et qui a la nécessité même aujourd'hui d'entrer dans des bâtiments optimisés. Alors on va faire cette sonde de qualité d'air, donc qui va mesurer les CO2, hein, par exemple, sur un bon indicateur quand même de la qualité de l'air. Et on va utiliser des clapets tout peu. Alors ces clapets sont pas forcément connus, ce sont des clapets à 2 positions avec des débits réglables. Alors ici il y a Francaire qui les propose, mais c'est pas le seul constructeur qui propose ce genre de clapet, mais c'est intéressant. Donc il y a un réglage des 2 débits qui se fait mécaniquement. Alors la précision du débit n'a pas besoin d'être fantastique non plus, hein. On est dans de la ventilation, voilà. D'autant plus que comme on gère en fonction du CO2, voilà, c'est quelque chose qui s'adaptera un petit peu tout seul. On a un débit minimum, quand le clapet est fermé, en position peu en fait, on a un petit débit quand même, ce qui permet de maintenir une petite ventilation dans la classe. Et lorsque on déclenche ce clapet, eh bien on passe en débit plein pot en quelque sorte sur son deuxième réglage. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas très cher, qui se commande tout simplement 230 volts 0. Il faudra donc bien sûr mettre en marche la CTA dès qu'une salle demande une ventilation, hein, ça c'est évident. Et puis on voudra sans doute un moyen d'affichage de la qualité de l'air dans la classe. Voilà, donc on va utiliser toujours cette sonde, hein, et on a une partie, donc lorsqu'on bascule ici, un mode affichage de qualité de l'air. Donc soit on affiche les ppm, soit on affiche un niveau, le niveau de l'air est bon, il est moyen, il est mauvais, etc. Donc c'est un message qui s'affichera là-haut avec l'icône à côté ppm, hein, qui viendra nous indiquer tout ça. Alors, si je reprends un petit peu la vue d'ensemble de notre salle, on va donc avoir une entrée et une sortie d'air, hein, évidemment. Des détecteurs de présence qui servent pour l'éclairage, qu'on va compléter donc pour utiliser le basculement en mode confort de la salle. On va positionner nos clapets tout peu, donc en soufflage et en reprise de la salle. On va poser, donc il nous faudra bien des contacts sur les ouvrants des fenêtres, hein, puisqu'il nous faut l'information nous disant qu'une fenêtre. Alors bien sûr, si c'est directement intégré dans le bâti de la fenêtre, c'est pas plus mal, hein, plutôt que de les poser. Il y a une espèce de fragilité quand même sur ces composants, hein, puisque les fenêtres sont manœuvrées. Si c'est pas très bien posé, etc., c'est pas forcément hyper fiable. Alors j'avoue que moi je suis toujours partisan de tout ce qui est filaire au maximum, tout ce qui est pile, etc. Même si on annonce des durées de vie de plusieurs années, il y a toujours un moment, on n'a pas les piles, puis c'est en hiver que ça va arriver, et voilà, ça va nous rajouter des problèmes. Donc c'est vrai qu'il faut tirer les câbles, etc. C'est un peu plus coûteux, mais ça fait des soucis en moins. On va avoir notre appareil d'ambiance, donc j'ai fait ce choix, il y en a d'autres, hein. Au début, moi j'avais fait avec des bêtes sondes Schneider CO2 température, CO2 humidité température. Là, ce sont des appareils d'ambiance qui donnent un petit peu plus de possibilités, qui indiquent la température qu'il fait dans la classe, qui nous indiquent quelque part donc la possibilité de déroger à la consigne locale. Donc ils vont mesurer donc température, humidité et CO2. Donc voilà. Alors elles ont quand même quelques soucis, ces sondes. Elles sont pas, enfin, je comprends pas très bien la philosophie de Siemens là-dedans. Alors peut-être que l'emploi que j'en fais n'est pas celui qui est adapté, prévu pour ces sondes, mais on est embêté quand on ne veut pas donner trop de possibilités aux utilisateurs. Moi, je suis pas très inquiet que si on laisse toutes les possibilités aux utilisateurs, on en trouvera qui vont chauffer à 23, laisser en confort continu, etc., qui vont tout dérégler ça. Donc, il faut réussir à trouver le bon compromis entre laisser une possibilité localement de faire des choses, ça me paraît tout à fait normal, mais ne pas laisser la possibilité de faire n'importe quoi. Et avec ce type de sonde, voilà, on aurait aimé qu'on ait plus facilement la possibilité de déverrouiller des fonctionnalités un peu plus précisément. Voilà, donc après, la température va être envoyée à notre régulateur terminal, le RXB, et puis on va attaquer donc sur notre système de chauffage radiateur avec une vanne thermique. Hein, voilà donc le matériel qu'on va essayer de mettre en œuvre. Voilà.
Alors, ça sera l'objet des prochaines vidéos, de parler de la partie ouvrant et verrouillage, etc. en fonction du hors-gel. Et la vidéo suivante nous montrera comment on gère les consignes locales de température. On a évidemment nos petits boutons poussoirs KNX qui permettent aussi de gérer l'éclairage tableau, des petites choses comme ça, mais qui ont l'avantage d'avoir des LED qui peuvent nous aider à donner des infos. Alors le servo moteur, un petit mot rapide sur son choix. Donc si je vais regarder chez Siemens, je vois que j'en ai toute une série. Alors, il faudra prendre les servomoteurs qui ont une commande proportionnelle, donc qui s'appelle ici MIDI. Alors, MIDI pour modulation de densité d'impulsion, PDM. Alors, moi, j'ai plutôt l'habitude de voir du PWM, Pulse Waltz Modulation, donc modulation de largeur d'impulsion, MLI. C'est chronoproportionnel. Bon, si j'ai bien compris, c'est ça, c'est de la modulation de largeur d'impulsion ou de densité d'impulsion. Parce qu'on va faire chauffer une petite pâte thermique qui va pousser, voilà, et donc à obtenir un effet proportionnel. Et donc on a la vanne qui sort plus ou moins. Donc on a cette possibilité-là. On a une autre possibilité. Alors la différence, c'est leur position. Fermé à l'état repos, ouvert à l'état repos. Alors à voir, est-ce qu'on veut que la vanne du radiateur, quand on est en été, qu'il n'y a rien et que le régulateur est à l'arrêt, comment on veut qu'il soit, là c'est au choix. Moi j'ai envie de dire, il faut que ce soit fermé au repos. Voilà. Donc après, faudra pas oublier, une fois qu'on a fait le choix de la vanne, donc du moteur, de le configurer correctement dans notre régulateur terminal. Alors, soit sous ETS, soit sous ACS, bien sûr. On a ces deux possibilités. Ensuite, il faudra connecter notre sonde. Donc, on l'avait vu dans une vidéo précédente. Donc, notre appareil d'ambiance, il faudra l'utiliser pour le paramétrer sur la zone géographique affectée à chacune des salles. Et donc, à ce moment-là, on aura la communication de la température qui se fera donc en mode LTE entre les deux. Ce qui nous décharge d'une programmation avec ETS. Voilà. Et pour l'affichage des températures sur la sonde, alors il faudra effectivement envoyer la température ambiante donc dans une adresse de groupe, même s'il n'y a rien dans cette adresse de groupe, même s'il n'y a que la sortie. En fait, ce qui est curieux avec ces sondes, mais c'est pas la seule sonde qui fait ça. Si on n'envoie pas la température ambiante, elle ne s'affiche pas. Alors, elle est bien transmise en LTE au RXB, mais on n'enverra pas l'affichage. Donc, il faut envoyer la valeur de la température ambiante dans une adresse de groupe. Elle s'affichera à ce moment-là ici. En appuyant sur le petit bouton qui est sur le côté, qui est là, on aura soit accès à la température intérieure, soit accès à la température extérieure. Finalement, puisque la température extérieure, on l'a, autant l'envoyer à la sonde, donc c'est l'objet 53. Ici, dans ces petites icônes, je mets, alors soit c'est une entrée, soit c'est une sortie, je mets le numéro d'objet qui correspond pour qu'on puisse s'y retrouver, ainsi que le nom et l'adresse de groupe correspondante. Et là, j'ai mis ça sur une adresse de groupe 15 parce que la température extérieure est envoyée à tous les appareils, donc ça communique très largement au-delà d'un étage ou d'un bâtiment. C'est quelque chose qui est partagé par l'ensemble de l'installation, donc j'ai mis ça dans l'adresse de groupe numéro 15. Voilà, donc pour une introduction au cahier des charges, donc c'était déjà un petit peu long, je pense, et la prochaine vidéo viendra donc présenter beaucoup plus précisément la gestion des ouvrants.